Bon, c'est un plaisir extrême pour moi que d'être là ce soir. Je m'appelle Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur social. J'ai la chance de diriger un beau média qui s'appelle Care News, qui est dédié au sujet d'engagement. Alors voir un amphithéâtre plein de personnalités engagées qui portent nos sujets, ça me fait extrêmement plaisir. On ne peut pas célébrer les 20 ans du CFF sans partager tous ensemble un regard sur le chemin parcouru et une réflexion sur les perspectives de notre secteur. Le secteur des fondations et fonds de dotation depuis 2008 s'est considérablement développé grâce à l'accompagnement du CFF, qui est la seule fédération qui l'intègre dans sa globalité, à la faveur d'un environnement fiscal plutôt favorable, bien que récemment fragilisé, et porté par un désir croissant des forces vives, citoyens, entreprises et de la société de s'engager. Tous ensemble, tous autant que nous sommes depuis 20 ans, nous avons beaucoup cheminé. Comment avons-nous bâti notre légitimité? Qu'est-ce que l'on retient de ce chemin parcouru? Et quelles sont les perspectives du secteur aujourd'hui? Que devons-nous faire pour, toujours ensemble, nous défendre, protéger et favoriser l'intérêt général? Fondations, fonds de dotation, associations et tous les acteurs de la philanthropie et de l'engagement se mobilisent régulièrement pour affronter les crises, sanctuariser la place centrale de l'intérêt général au sein de la société française et envisager un avenir commun. Ces enjeux, qui sont nôtres, vont être discutés ce soir par le président du Centre français des fonds et fondations, Benoît Miribel, que j'invite à me rejoindre sur scène. Il sera entouré de Marion Lelouvier, présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir, et de Frédéric Frunder, délégué général du mouvement associatif. Benoît Miribel, bonsoir. Monsieur le Président, vous avez souhaité que cette conférence soit centrée sur le sujet de l'intérêt général. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, s'il vous plaît? Bonsoir à toutes et à tous. Pour la raison principale que l'engagement des fonds et fondations, comme nous le savons, est dans l'intérêt général et doit le rester absolument, doit incarner cet intérêt général. Et avant d'aller plus loin, donc voilà, je réponds d'abord à votre question pour ça. C'est au cœur de nos actions. Et ça a été au cœur du CFF d'accompagner au départ les 7 fondations qui ont fondé ce CFF. La Fondation de France d'abord, avec Francis Charon, qui était aux commandes à l'époque. La Fondation de l'Institut Pasteur, la Fondation Massif, la Fondation Partage et Vie aujourd'hui. La Fondation Hippocrène, qui offre beaucoup au niveau de l'Europe. Et sur les alliances, les partenariats. Et j'oublie une fondation, Francis va me le dire. Non, je les ai tous cités peut-être. Apprenti d'Auteuil, voilà, avec Stéphane Dauge ici qui représente cette fondation. Et effectivement, nous avons souhaité, et merci Monsieur le Président d'être avec nous, de nous accorder un peu de temps. Je ne sais pas si c'est moi qui vous invite à nous rejoindre, mais en tout cas, je crois qu'on peut appeler Monsieur François Hollande. Parce que, si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais vous poser la question de ce qu'est pour vous l'intérêt général. Je dirais que parmi toute l'assistance ici, vous êtes sans doute la personnalité qui l'incarnait le mieux à travers les fonctions que vous avez eues, que ce soit localement, sur un territoire, que ce soit aux plus hautes fonctions de l'État, et aujourd'hui, à la tête d'une fondation reconnue d'utilité publique. Alors, selon vous, l'intérêt général... L'intérêt général, c'est bien au-delà des intérêts particuliers dépassés, c'est de contribuer, de concourir à la vie en commun. Pas simplement à la gestion des biens communs, ce qui est une des fonctions que les collectivités ou l'État ou même des fondations peuvent avoir, mais de faire en sorte que nous puissions tout simplement vivre ensemble. L'intérêt général a fluctué au cours du temps, puisque en fonction de ce qu'elle était, sa définition, le champ de l'État ou le champ de la sphère publique s'étendait d'autant. D'où une conception juridique de l'intérêt général qui est fixée par la loi ou par
la jurisprudence administrative. Mais si on veut se détacher des concepts de droit, l'intérêt général, c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble. Et à cet égard, l'État joue un rôle majeur, les collectivités aussi, mais le monde associatif et les fondations tout autant. L'intérêt général peut être aussi à un moment défini comme pouvant être poursuivi, y compris par ceux qui poursuivent des intérêts particuliers. Les entreprises se posent la question de savoir si elles participent aussi à l'intérêt général, d'où les définitions que l'on voit aujourd'hui s'établir, y compris par la loi d'entreprise à mission. Est-ce qu'une entreprise, même si elle est à but lucratif, ne concourt pas à l'intérêt général? Les syndicats, les grandes organisations professionnelles peuvent aussi penser qu'elles jouent un rôle dans le cadre de l'intérêt général. Donc on voit que le champ de l'intérêt général va bien au-delà de ce que l'on pouvait fixer en termes de droit et va maintenant être ce que les uns et les autres nous considérons comme de l'intérêt général. Et je termine là-dessus, tout citoyen peut également participer à l'intérêt général, c'est-à-dire par son engagement personnel, par ses choix de consommation, par son rapport à la nature, par sa relation aux autres et aussi par son propre engagement. Et c'est pour ça que je termine là-dessus, c'est que pour qu'il y ait de l'intérêt général, il faut qu'il y ait de l'engagement civique à travers le vote ou de l'engagement participatif à travers ce que peuvent être les associations ou les syndicats ou de l'engagement direct, c'est-à-dire d'être partie prenante de la vie en commun. Et j'imagine que tout au long de votre grande expérience, vous avez vu la richesse de ces partenariats entre les acteurs privés que nous sommes, mais parce que l'État l'autorise, que les fonds et fondations puissent effectivement faire vivre l'intérêt général par leur action, en partenariat, en dialogue avec les pouvoirs publics. Et je crois que c'est aussi là où nous savons que nous avons encore des marges de progression importantes dans ce rapport entre l'intérêt général partagé entre les pouvoirs publics et les acteurs privés. Oui, l'État, aussi les collectivités locales, l'État a considéré qu'il avait le monopole de l'intérêt général. Pendant longtemps, il a considéré que seule la loi ou seul ce que l'État lui-même pouvait définir comme l'intérêt général correspondait à ce que devait être son action. Il a fallu qu'il y ait des mouvements, et notamment du côté des associations, pour revendiquer l'intérêt général. Il y a eu un deuxième mouvement, c'est que l'État s'est défaussé quelquefois sur les associations, sur les fondations, aussi sur les collectivités locales, pour concéder de l'intérêt général. Pas simplement du service public, mais de l'intérêt général. Donc on voit qu'il y a deux mouvements qui peuvent quelquefois se rejoindre, c'est-à-dire que tantôt l'État considère que c'est à lui et à lui seul de définir ce qu'est l'intérêt général et de le mener à bien, et puis le même État peut, quelquefois avec la même personne, considérer qu'il faut mieux que ce soit moins d'État pour assurer le service de l'intérêt général, pour ne pas être en rapport direct avec les citoyens. Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé des fondations, vous avez parlé du monde associatif, et aujourd'hui, il y a 3 représentants importants de ce secteur. Le secteur de l'engagement, c'est un secteur qui se construit par le dialogue. Et c'est le propre du CFF depuis 20 ans d'être le lieu de ces échanges entre les fonds et les fondations, mais aussi, voire surtout, avec tous les acteurs de la philanthropie. Je voudrais que vous preniez un moment, puisque ce moment est le vôtre, pour revenir peut-être sur les 2 années que nous venons de traverser. Je crois que nous sommes tous conscients dans la salle que si le tissu associatif et le tissu de la philanthropie en France n'avaient pas été aussi forts, les choses se seraient certainement beaucoup plus dégradées. La crise sanitaire, la crise sociale, la crise en Ukraine, les crises diplomatiques et humanitaires, elles nous ont chamboulés, elles ont chamboulé notre société, elles ont chamboulé l'Europe, elles ont chamboulé le monde. Si nous ne les avions pas affrontées ensemble, je pense, ces crises, nous n'en serions pas là. C'est de cela que je vous propose de discuter entre vous maintenant. Marion Lelouvier.
Vous êtes présidente du directoire, je le rappelle, de la Fondation de l'Avenir. Je vous laisse échanger pour ce premier temps de parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, la Fondation de l'Avenir se préoccupe de la recherche médicale appliquée dans les établissements hospitaliers, médico-sociaux, que ce soit des établissements à statut public ou des établissements à statut notamment privé non lucratif et d'intérêt collectif. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et pour reprendre vos propos, la crise du Covid, elle aussi, est allée questionner bien au-delà que les questions de santé, bien au-delà que des questions d'épidémiologie. Elle s'est initiée et immiscée dans tous les interstices de la société et de l'organisation du système de santé. Nous le voyons dans notre fondation qui finance des chercheurs tous les jours, des soignants, à quel point cette crise du Covid pose des questions de formation, de fidélisation des soignants, et pas seulement les médecins, de l'ensemble du système. À quel point cette crise de Covid pose la question de la manière dont les questions de One Health peuvent être intégrées au niveau français, au niveau européen, au niveau international. À quel point l'organisation du système de santé entre la ville, l'hôpital, le médico-social peut être aussi réfléchie différemment, plus rapidement pour traiter l'urgence et aussi pour réfléchir à ces questions sur le temps long. Et j'en oublie, on pourrait en citer sans doute bien davantage. Quel est, Monsieur le Président, le rôle et la place que les fonds, les fondations, en lien avec les associations et d'autres acteurs d'intérêt général, pourraient occuper pour traiter ces questions et réparer nos sociétés? Là, vous me posez une question qui va bien au-delà de simplement le rôle des fondations et des associations durant la crise sanitaire. C'est est-ce qu'elles sont capables de définir la politique de demain? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont suffisamment mobiles, innovantes, parfois audacieuses pour conduire l'État ou d'autres acteurs publics à repenser un certain nombre de services à la population? Et je pense que c'est le rôle précisément de ce que vous représentez, nous représentons, puisque je suis passé, si je puis dire, de l'autre côté. C'est-à-dire, est-ce que ce secteur de l'associatif et du participatif et de la fondation est capable d'être lui-même mobile? Ou est-ce qu'il a le risque, comme toute structure, de rester dans ces schémas traditionnels? Donc il a été forcément bouleversé aussi par la crise sanitaire. Et je pense que ce qui doit être fait aujourd'hui, je pense que c'est le rôle aussi de votre organisation, c'est de proposer au pouvoir public toutes les leçons que vous avez vous-même tirées de la crise sanitaire, de manière à ce que non seulement vous fassiez vous-même votre propre examen de conscience, je ne sais pas, mais votre propre bilan, et surtout de ce que le système de santé, notamment, ou le système de soins, doit avoir comme évolution. Vous évoquiez notamment la coordination entre le secteur public et la médecine de ville et aussi les établissements sanitaires et sociaux. Donc je crois que ce qui est attendu aujourd'hui, c'est, compte tenu de ce qu'a porté la crise, c'est que nous soyons beaucoup plus innovants, beaucoup plus imaginatifs par rapport à nos propres procédures ou à nos propres organisations. Ce qui est frappant, vous l'avez sans doute remarqué, c'est que nous sommes capables d'être extrêmement réactifs quand il y a une crise, extrêmement intelligents, je dois le dire, extrêmement révolutionnaires quelquefois, capables de bousculer les rigidités, et combien est rapide le retour, c'est-à-dire combien nous revenons, pas simplement dans l'État, ce qui est déjà vrai, mais également dans nos propres structures, au schéma antérieur. Donc nous devons nous obliger à faire en sorte que chaque crise puisse porter une nouvelle étape de transformation. Voilà ce que je peux retenir de la crise sanitaire. On verra bien, parce que vous avez évoqué aussi la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, au-delà de ce que nous devons en dire sur le plan géopolitique ou peut-être même militaire, c'est est-ce que nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin dans la sobriété énergétique? Est-ce que nous sommes capables de changer nos modes de consommation? Ou est-ce que nous pensons que c'est un temps qui va être un peu compliqué pendant les prochains mois et qu'après, nous allons revenir à l'état antérieur?
Eh bien, les sociétés qui sont les plus innovantes sont précisément celles qui sont capables, chaque fois qu'il y a une crise, d'inventer une nouvelle organisation et un nouveau système. Et je pense que dans la crise que nous traversons, notamment la guerre en Ukraine, vous avez vu la rapidité avec laquelle nous sommes presque devenus indifférents à l'égard de ce qui se produit en Ukraine, parce que les images de destruction finissent par ne plus faire la une de l'actualité. Vous allez me dire, il y a d'autres événements. Mais, et combien nous sommes simplement dans la réparation. Je parle de la réparation ici, pas là-bas, pas encore. Et alors que nous devons nous dire, qu'est-ce que nous devons, à moyen et long terme, et même si la guerre en Ukraine, et je le souhaite, s'arrête rapidement, qu'est-ce que nous devons déjà changer profondément dans notre organisation, notamment pour la consommation énergétique ou pour les modes de transition climatique et énergétique. Merci, Monsieur le Président. On a parlé de réaction, et si on a bien qui sont sur le terrain, c'est tous les bénévoles et les personnes engagées du milieu associatif, ceux qui font, comme on aime bien dire. D'ailleurs, j'avais jamais réalisé que le mouvement associatif, le mouvement, c'est très beau, c'est un nom d'action. Frédéric, je vous donne la parole peut-être pour que vous évoquiez avec Monsieur le Président le lien très fort qui unit les associations, enfin, le monde associatif et le monde des fondations et des fonds de dotation. Merci. J'irai peut-être un peu plus loin que ça, en fait, Monsieur le Président. Alors effectivement, on évoque les crises et le rôle qu'a joué ce qu'on va appeler, nous, la société civile organisée, disons, les citoyens et les associations et les fondations, et que ça soit vraiment de l'échelle très locale à l'échelle européenne. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans nos dynamiques. Alors, pour la crise Covid, évidemment, et on le voit aussi dans la situation en Ukraine, on a vu cette mobilisation extrêmement forte dans des communes, et aussi une capacité à agir de façon organisée des associations et des fondations à une échelle européenne avec d'autres pays. Et ça, c'est effectivement extrêmement fort. Mais vous évoquiez surtout le fait qu'il faut savoir réagir après chaque crise, tirer les enseignements, ce qui est évidemment indispensable. Mais on a surtout beaucoup de choses devant nous, et vous le disiez aussi, des défis majeurs, et avec évidemment des rôles à jouer pour tous ces acteurs de la société civile organisée que nous sommes. Et justement là-dessus, vous l'avez peut-être un peu abordé, mais comment est-ce qu'on peut transformer l'action publique, en fait, et la façon dont on agit ensemble? France Stratégie vient de publier un récent rapport autour des soutenabilités, où ils évoquent vraiment cette transformation de l'action publique, la façon de faire autrement. Aujourd'hui, nous avions une conférence au CESE, un forum de la société civile européenne, après la conférence sur le futur de l'Europe, qui appelait aussi à cette évolution du cadre institutionnel et du dialogue institutionnel à l'échelle européenne. Comment est-ce qu'on fait plus de place à cette société civile organisée, à ces acteurs de terrain, les associations, les fondations, les syndicats sans doute aussi, qui ont des réponses à apporter, qui veulent dialoguer avec les pouvoirs publics, qui sont des acteurs de l'intérêt général, vous l'avez dit, sans aucun doute. Comment est-ce qu'on arrive chacun à modifier nos façons de faire pour transformer l'action publique et répondre aux défis, aux crises, évidemment, mais aux défis aussi qui nous attendent? D'abord, peut-être une note un peu noire, si tant est que la situation soit rose, hein, mais une note un peu noire, c'est que, contrairement à tout ce qu'on entend, les moyens qui vont être dévolus à l'action publique vont être de plus en plus rationnés. C'est-à-dire que, après le quoi qu'il en coûte, tout va avoir un coût. Et donc, je ne sais pas ce que seront les décisions à venir, notamment au plan européen, ou ce que les marchés exigeront par des taux d'intérêt plus élevés, mais d'une façon presque certaine, je peux ici affirmer que l'État ou les acteurs publics, et donc d'une certaine façon les acteurs privés, auront des ressources plus rares que celles qu'elles ont pu éventuellement collecter jusqu'à présent. Est-ce que ça doit nous contraindre ou au contraire nous obliger, c'est ce que vous avez dit, à modifier profondément la manière de faire, à rechercher une plus grande
souplesse, efficacité, je ne sais ce qu'il faudra dire, flexibilité, même si les mots ici ont toujours une sensibilité politique, mais il faudra sans doute faire beaucoup mieux avec autant de ressources. Et qu'en plus, la question climatique va exiger que l'on soit beaucoup plus sobre dans l'usage d'un certain nombre d'énergies ou de modes de déplacement. Est-ce que c'est forcément un avenir sombre qui s'ouvre? Non, parce que je crois qu'il y a précisément, au niveau européen aussi, un gisement d'engagement possible, que la nouvelle génération est extrêmement disponible pour de nouveaux paris ou de nouveaux enjeux liés notamment à la question climatique, mais pas seulement à la question climatique, à la question de la solidarité, à la question de l'innovation sociale. Donc, je pense qu'il est tout à fait possible de susciter un élan d'engagement dans une période précisément qui va être vécue comme, on dirait, plus contrainte, je dirais plus lourde de sens. C'est quand même mieux que de simplement parler de contraintes financières. Plus lourde de responsabilité, puisqu'il va falloir affronter des événements extérieurs qui sont comme menaçants, prendre en compte la question énergétique et climatique et de faire vivre nos sociétés dans un cadre européen mieux accepté en plus. Donc voilà, je pense que, puisque nous sommes ici avec des responsables de fondations et d'associations, il y a une place très grande pour l'engagement. Contrairement à tout ce qu'on dit, puisqu'on pourrait dire, regardez, les chiffres de participation aux élections sont quand même très inquiétants, beaucoup de jeunes ne sont pas venus voter, c'est là que les taux d'abstention sont les plus élevés, donc ça veut dire une société qui se met en repli. Je ne le crois pas du tout. Ça ne veut pas dire que c'est rassurant de ne pas voter, mais je pense qu'il y a une disponibilité pour l'engagement beaucoup plus grande que beaucoup l'indiquent. De la même manière, dans cette génération, il y a une volonté de changer le monde beaucoup plus affirmée que précédemment. Donc à partir de là, si on sait vivre avec l'ensemble de ces organisations ou de ces disponibilités, parce qu'un des problèmes que nous rencontrons, c'est qu'il y a un affaiblissement de toutes les structures. Je ne parle pas ici des fondations, mais des structures de médiation, d'engagement, les partis politiques, les syndicats, les grandes associations. Donc il va falloir trouver des formes d'adhésion à des mouvements, puisque vous avez évoqué le mot, à des mouvements qui permettent de mobiliser beaucoup d'initiatives et de changer un certain nombre de réalités. Justement, Monsieur le Président, on a des têtes de pont, le mouvement associatif, voilà, des milliers, dizaines de milliers d'associations. Pour le Centre français, c'est un peu plus de 400 fonds et fondations. Et on se pose la question, depuis quelque temps, de l'intérêt de pouvoir peut-être avoir une sorte de groupe de concertation régulier avec les pouvoirs publics. Je m'explique. Plus nous, voilà, soit chacun va de son côté, voir Bercy, voir tel ministère, ce que l'on fait, soit nous sommes à un moment où associations, fondations, ensemble, avec la puissance publique, on crée un dispositif souple pour nous parler, parce qu'effectivement derrière il y a des réseaux, il y a des initiatives. Est-ce que ça serait par exemple une idée possible de pouvoir aller ensemble vers une sorte de groupe de concertation régulier, vous voyez, groupe de travail justement, puisque nous existons, les fonds et fondations, par délégation, cette capacité d'affectation irrévocable de biens, d'actifs au service de l'intérêt général, mais que nous n'avons pas le monopole de l'intérêt général qui se construit avec les pouvoirs publics. Il faut commencer, parce que nous n'avons pas ce cadre de dialogue régulier. À l'instant où nous parlons, nous ne l'avons pas. Nous le créons par des rendez-vous bilatéraux, séparés, et voilà, il y a différents collectifs qui touchent à la générosité, à l'engagement. On a peut-être, avec ce qui nous attend aussi comme nouveau défi, le besoin d'aller à ce stade. Et là, votre expérience et votre capacité aujourd'hui d'être au carrefour de cet intérêt général, je dirais global, peut nous être très utile. Alors, je ne savais pas ce qu'avait à l'esprit le président Macron quand il a parlé de conseil de la refondation, même si je pense que c'est en deux mots ou un seul mot ? Le concept, à mon avis, a perdu un peu de sa portée, compte tenu de ce qui s'est produit aux élections. Mais il y avait quand même une idée à retenir, et que moi j'ai ressenti dans les événements qui ont scandé bon quinquennat. C'est-à-dire qu'il y a des
moment où il est très important d'engager un dialogue avec les acteurs publics ou privés. Dans des formes classiques, c'est ce qu'on avait fait avec les conférences sociales où venaient au Conseil économique et social et environnemental les syndicats, les représentants des entreprises. Il pouvait y avoir aussi d'autres représentants d'associations environnementales ou autres qui s'intégraient à ce processus. Mais c'est vrai que j'avais ressenti aussi le besoin, soit par rapport à des événements internationaux que nous avions organisés, je pense à la conférence sur le climat, ou à des tragédies comme celle que nous avons traversée par rapport au terrorisme, parce que ça pouvait générer dans la société, ou par rapport à d'autres situations, notamment liées à la pauvreté ou liées à des formes d'inégalité inacceptables, de ce besoin d'avoir un dialogue avec les fondations et les associations. Mais il faut, pour que ce soit utile, que ce soit régulier et que ce soit avec un ordre du jour très précis, pour éviter que ce soit simplement un échange où finalement, comme ça peut se faire entre l'État et les collectivités locales, où rapidement la question essentielle, c'est les financements. Donc ce qui serait d'ailleurs vrai aussi pour les fondations ou pour les associations. Mais ce qui compte, c'est au-delà bien sûr de ces éléments tout à fait majeurs pour fonctionner, ce qui compte, c'est d'être capable de fixer ensemble les mêmes objectifs. C'est ça l'enjeu. Puisque nous devons nous inscrire dans un temps long, puisqu'il y a des acteurs multiples, nous devons poursuivre un certain nombre d'objectifs. Une fois qu'on s'est fixé ces objectifs, à 5 ans ou à 10 ans même, comment fait-on pour nous coordonner, État, partenaires publics et privés, et donc forcément associations et fondations, pour nous inscrire avec nos moyens propres, nos ressources, nos formes originales d'action pour parvenir à converger vers les buts en commun. Ça me paraît être une initiative que vous pourriez lancer en disant on ne veut pas simplement une concertation sur quelle est notre place, quel est notre rôle, etc. Bien sûr que c'est important, mais qu'est-ce qu'on peut poursuivre ensemble ? Une formule bien connue qui n'avait pas valu à son auteur que des compliments, l'État ne peut pas tout. Ben, c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est impossible pour l'État, face à tout ce qu'il a en face de lui, de pouvoir arriver à mobiliser l'ensemble de la société. Parce que c'est quand même ça notre grand problème. Est-ce que nous pouvons assurer une cohésion ? Est-ce que vous avez vu la fragmentation qui existe dans notre pays, y compris à travers les résultats des élections ? Quand je dis les résultats, c'est pas simplement en termes de partis, c'est en termes de territoire. Qu'est-ce que nous avons pour que nous puissions retrouver un sens qui nous rassemble tous ? Ça, c'est quand même l'enjeu majeur que nous, donc en tant que fondation ou association, nous ressentons encore plus que peut-être l'État ou les pouvoirs publics. Donc voilà, je crois, à travers votre proposition, ce qu'il faudrait essayer de faire pour convaincre l'État. Et je pense que l'État, en ce moment, cherchera toutes les solutions pour se sortir de la nasse dans laquelle il est. Merci, Monsieur le Président. Une des solutions, peut-être, enfin, pas la solution, mais l'une des solutions à tous les problèmes et les fragilités que nous rencontrons, peut-être l'innovation. Vous avez parlé du risque de rester dans des schémas existants qui, vu la situation aujourd'hui, ne sont pas tous extrêmement fructueux. Le secteur des fondations, des fonds de dotation et des associations est connu et reconnu pour porter haut et fort ce sujet de l'innovation sociale. Je sais que c'est un pilier que vous avez choisi pour la fondation La France s'engage. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots, s'il vous plaît ? De la Fondation La France s'engage, je peux vous en dire quelques mots, en effet, puisque je la préside et qu'ici il y a ses dirigeants. L'idée, je l'avais lancée pendant que j'étais président de la République, c'est comment soutenir un certain nombre de projets ou même d'initiatives déjà lancées qui se caractérisaient par une innovation et un fort impact social. Et quittant l'Élysée, j'ai voulu que ce projet puisse être poursuivi et grâce à des entreprises qui ont bien voulu s'y associer, de pouvoir labelliser une quinzaine d'associations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire par an. C'est pas grand-chose,
Mais c'est déjà beaucoup pour essayer de favoriser l'innovation. Je trouve, et vous avez donné d'ailleurs les chiffres, le nombre de fondations n'a cessé d'augmenter depuis des années. Les fonds de dotation encore davantage. On rassemble plus de moyens que jamais. Après, il faut savoir pourquoi. Et le rôle, à mon avis, de votre conseil, c'est d'essayer de convaincre un certain nombre de fondations, d'entreprises, de ne pas se limiter aux activités liées à leur entreprise ou à leur secteur économique. C'est-à-dire d'être capable de pouvoir répondre à des sujets communs et pas simplement à leurs thèmes liés à leur propre secteur. Donc l'innovation, elle est partout. C'est ça qui nous frappe à chaque fois qu'on lance un appel à projet. On en reçoit plus de 400 et c'est presque un dilemme que ne retenir qu'une quinzaine à peine, même si on en soutient aussi d'autres au-delà de ces 15. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives et d'innovations qui ont en plus une capacité de développement, qui sont capables de changer de dimension. Et c'est pourquoi je pense que l'effet de levier que les fondations et les fonds de dotation sont capables de créer, c'est avec 1 euro récolté, après, heureusement, grâce à des mécanismes fiscaux qui sont avantageux, mais 1 euro récolté a un effet multiplicateur qui fait que, en termes d'emploi, en termes de changement dans un certain nombre de situations parmi les plus difficiles, et en termes même géographiques, nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin qu'1 euro collecté par l'impôt. Ça vaut la peine quand même de convaincre l'État de cette rentabilité. Oui, Monsieur le Président, vous parlez de changement d'échelle, vous parlez de faire bouger les lignes collectivement. Vous parlez aussi de très bonnes volontés et qui sont parfois morcelées, fragmentées. Je crois que le mouvement associatif, depuis quelques années, a parfois un nombre de bénévoles et un militantisme qui parfois semble s'étioler. Au niveau des fonds et fondations, il y a un modèle de gouvernance. Comment peut-être faire évoluer ce modèle de gouvernance, ou en tout cas comment faire en sorte que les conseils de surveillance, les directoires, les conseils d'administration des fonds et fondations soient effectivement bien connectés, bien à l'écoute, bien ouverts sur toutes ces questions pour capter ces bonnes volontés? Alors, je ne suis pas dans tous les conseils de surveillance des fondations, mais heureusement qu'il y a des fondations comme la Fondation de France qui accueillent énormément de fonds de dotation. Heureusement qu'il y a cette créativité qui fait qu'il y a l'idée du fonds de dotation est maintenant assez bien répandue. Ce qui est exact dans ce que vous dites, c'est qu'il peut y avoir une forme de gestion prudente, c'est tout à fait nécessaire, mais assez conservatrice ou conservative de ce que nous faisons d'habitude. Or, ce qui compte, je pense, dans nos structures, c'est de prendre des risques. Paradoxalement, c'est de prendre des risques. Si nous n'en prenons plus, d'une certaine façon, nous ne sommes plus aussi utiles, puisque c'est le mot qui convient, aussi utiles que nous le prétendons. L'État, on ne peut pas lui demander en plus de prendre des risques. Il soutiendra peut-être davantage ce qui fonctionne. Donc c'est à nous. Parfois, quand il y a un risque, il n'y a pas forcément un résultat. Et tant pis, nous devons l'enregistrer comme tel. Nous n'avons pas tout réussi. Et tantôt, nous allons pouvoir créer quelque chose qui va avoir un impact considérable. Et nous devons aussi nous dire que nous ne devons pas rester que dans le domaine de l'associatif ou de la fondation ou du fonds de dotation. C'est qu'il y a des entreprises qui vont peut-être elles-mêmes sortir de ce que nous allons pouvoir favoriser et qui vont rendre par là même un service, bien sûr avec une recherche d'équilibre ou de rentabilité, mais qui va concourir à l'intérêt général. Et de la même manière, il y a des entreprises qui vont découvrir qu'elles peuvent aussi, pour une partie de leur activité, utiliser l'associatif. Donc il faut qu'on soit souple dans les structures que nous utilisons et pas nous enfermer dans un statut.
Frédéric, j'allais vous proposer le micro. Merci beaucoup pour vos propos sur la prise de risque. Je pense effectivement que c'est extrêmement important et c'est ce qu'on voit bien dans les associations. L'innovation, on ne la connaît pas a priori, en fait, sinon ce ne serait pas de l'innovation. Donc il faut à la fois de la prise de risque et accepter aussi un temps long qui n'est pas complètement dans l'air du temps quand même. Et là-dessus, le lien entre fondation et association, il est sans aucun doute indispensable. Et les associations, je pense, comptent sur les fondations là-dessus, sur ces sujets-là. France Générosité a fait récemment, l'année dernière, a publié quelques études de cas pour montrer ce que vous disiez, tout ce que ça apporte, cet effet levier, en fait, le financement privé, ce que le financement privé peut produire pour permettre à des associations et au sein de fondations d'innover, de développer, etc. Mais je me demandais, moi je pense aussi qu'un de nos combats communs, peut-être entre associations et fondations, et là c'est à vous en tant que président de fondation que je m'adresse, c'est aussi d'insister sur les moyens nécessaires pour cette innovation et pour la recherche et développement. Le secteur associatif, en tout cas, manque cruellement de cette capacité à aller sur la recherche et le développement. Il manque de moyens pour cela. Je pense au crédit impôt recherche qui n'est pas accessible aux associations qui ne sont pas fiscalisées. Et je crois que le monde des fondations est assez mobilisé sur ce sujet-là. Est-ce que ça n'est pas... nous pensons que ça doit être un de nos sujets pour permettre que nous ayons les moyens en interne de travailler là-dessus, en fait, et de proposer cette innovation et de faire vivre cette innovation par la recherche et le développement au sein de nos structures. Oui, je dois dire que cette idée m'avait été proposée quand j'étais président de la République, donc si elle n'a pas été retenue, j'en suis pour partie responsable, mais je peux faire amende honorable. Ce qui est compliqué pour financer de l'innovation et de la recherche par une association, c'est de savoir comment on va distribuer les fonds, puisque le crédit impôt, c'est par rapport à l'impôt sur les sociétés, et c'est un système très, très, très efficace. Et certains veulent toujours le remettre en cause, pensant que ça profite aux grands groupes, ce qui est pour partie vrai, mais ça profite aussi à tout le système économique et même des petites entreprises, et on a même fait un crédit d'impôt innovation. Donc il faudrait, puisque je crois que l'idée, moi, je pense qu'elle est majeure, je pense que toute organisation doit être capable de faire de l'innovation et de la recherche, y compris des collectivités locales que l'on pourrait aussi mobiliser par rapport à ça. Après, il faut définir ce qu'est une innovation et ce qu'est véritablement une recherche. Comme ça ne peut pas se faire par l'impôt, il faut créer un fonds, un fonds public là, je ne veux pas mettre une fondation en cause, il faut créer un fonds qui, peut-être d'ailleurs, qui pourrait mobiliser aussi des capitaux privés, un fonds qui serait chargé uniquement, pas de soutenir des initiatives comme la France s'engage le fait, mais de soutenir de l'innovation de rupture, c'est-à-dire quelque chose qui soit extrêmement fort pour des changements futurs et de la recherche. Donc je pense que cette idée est tout à fait recevable. Nous, à la Fondation La France s'engage, on avait essayé, je ne suis pas sûr qu'on ait finalement réussi, à avoir des collaborations avec des universités ou des centres de recherche par rapport à nos propres lauréats, pour savoir quels résultats, quels effets on pouvait relever. Parce que là, pour faire de l'innovation et de la recherche, il faut être aussi avec les universités, les laboratoires et les lieux dédiés à la recherche. Donc ça me paraît être une condition d'ailleurs pour le financement. On ne fait pas de la recherche tout seul ou pensant qu'on est un laboratoire en soi. Donc il faut toujours qu'il y ait une évaluation de ce qu'est l'innovation et surtout de ce qu'elle va produire. Donc si j'avais un programme à faire pour une prochaine candidature, je pense que cette idée pourrait être retenue. Mais nous n'en sommes vraiment pas là. Merci, Monsieur le Président. Il y a le temps long et il y a le temps court. Et on m'a fait signe que vous alliez nous laisser sur une note extrêmement inspirante. Est-ce que vous avez un mot? On va parler ensuite d'enjeux et d'avenir. Peut-être quelques phrases de conclusion, si vous le voulez bien. De l'expérience qui est la mienne depuis maintenant 5 ans, c'est que la France a peut-être des handicaps, chacun les connaît, des difficultés, chacun les
les perçoit. Mais il y a énormément de vitalité en France. Il y a énormément de créativité. Il y a énormément de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui sont capables de passer plusieurs années pour le service de l'intérêt général. On a une disponibilité très grande. On s'en aperçoit au moment des crises, mais c'est vrai tout le temps. Et donc, par rapport à cette image un peu sinistre qu'on développe par rapport à nos propres pays, on aime bien d'ailleurs donner nous-mêmes la pire image de nous, tout en considérant que c'est insupportable si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, eh bien, moi, je considère qu'au-delà de tout, il y a en France, et notamment par la jeunesse, et toute la jeunesse, pas simplement la jeunesse éduquée, pas simplement la jeunesse qui sort des grandes écoles et qui est tout à fait prête à donner une partie de son temps, ce qui est déjà pas mal, mais même la jeunesse des quartiers populaires, il y a une disponibilité pour l'engagement. Pour ça, il faut qu'il y ait néanmoins des structures. On ne s'engage pas tout seul. On ne s'engage pas simplement par les réseaux sociaux. On ne s'engage pas simplement par sa communauté. On s'engage parce qu'il y a quand même un moment, un lieu qui va être la petite lumière qui va justifier qu'on aille vers elle. Donc c'est ça que vous faites, et je crois que c'est très important. S'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas de capacité d'action, les fondations, les associations en sont des instruments majeurs, il n'y a pas d'engagement. L'engagement, autrement, il est extrêmement fugace. Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, notamment les plus jeunes, qui arrêtent assez vite de s'engager. Alors que toute la problématique, c'est celle du temps long. Comment arriver à pouvoir capter cette énergie disponible pour la faire prospérer le plus longtemps possible. Eh bien, c'est sur cette réflexion-là que je vous laisse, sans avoir forcément la réponse, mais peut-être que vous l'avez, puisque vous avez ici rassemblé les fondations, les acteurs publics, qui sont conscients qu'ils doivent d'abord être des lieux de mobilisation, d'information, d'engagement, et que c'est pour ça que vous êtes des acteurs de l'intérêt général. Merci, Monsieur le Président. J'ai gagné une place de choix. Bon, merci à tous les trois. Il nous reste quelques minutes, pas énormément, mais on n'a pas parlé de l'avenir qui était le sujet de ces 20 ans, de regarder devant et de voir ce qui nous attend. J'aime bien dire non, parce que j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille. Peut-être Benoît Miribel, non, honneur à Marion. Non, plus personne ne veut parler d'avenir après François Hollande. Déjà, on peut acter voilà, sur l'innovation, il y a une capacité. Hein. Il va falloir qu'on poursuive avec le mouvement associatif, le fonds et fondations, sur cette idée d'un fonds. Le crédit d'impôt recherche, je rappelle que c'est 6 milliards défiscalisés. Le mécénat, c'est 1 milliard. Donc il y a une marge de manœuvre pour pouvoir effectivement rejoindre un gros fonds. Et puis deuxièmement, et cette idée effectivement dont on parle entre nous depuis quelque temps, d'avoir une sorte de groupe permanent de discussion avec les représentants des pouvoirs publics, parce que voilà, quand on est en bilatéral, on perd du temps, de l'énergie, et de connaître les interlocuteurs, c'est important. Puis on sait très bien aussi que d'un ministère à l'autre, on peut nous dire quelque chose d'un ministère, puis d'un autre ministère, on va nous dire différemment, puis après on passe par là. Enfin, bon, donc ça c'est pour vous, voilà, pour nos membres ici, que vous notiez qu'on va poursuivre au moins sur ces deux aspects-là. Et après, il y en a bien d'autres. Alors, sur le futur, alors après, évidemment, on marque 20 ans de CFF. Alors, c'est une croissance des adhérents. Donc, ça veut dire quoi, cette croissance des adhérents? C'est-à-dire de plus en plus de personnes qui ne sont pas dans leur coin à faire leur fonds de dotation, leur fondation, mais qui croient au partage de réflexion, d'analyse, d'enjeux, de groupes de travail et de projets qui mettent des moyens ensemble, qui les additionnent et qui vont plus loin. Et je pense que, voilà, je ne sais pas, on pourrait regarder, mais peut-être qu'à 30 ans en arrière, les fondations étaient peut-être plus, voilà, dans leur monde, et elles le sont aujourd'hui,
toujours, mais avec les autres, beaucoup plus ensemble. Et c'est à ça que contribue le CFF et que les fondations fondatrices, il y a 20 ans, ont pensé sans doute en faisant ça. Peut-être que j'inviterai, c'est pas prévu, mais Francis à dire un mot, puisque quand même tu étais à l'origine de toute cette affaire. Ça, c'est un point important. Et l'autre, de progresser dans le rapport avec les pouvoirs publics, puisque c'est eux qui donnent la capacité d'exister juridiquement et d'avoir cette facilité fiscale qui doit être au service de l'intérêt général. Je crois qu'on est tous là pour le confirmer. Le CFF en lui-même, mais je ne vais pas être très long, c'est, je crois, dans le futur, pour celles et ceux qui vont continuer à le porter, de l'intérieur, avec les membres, ça va être le partage des bonnes pratiques, ça va être de travailler encore plus en synergie. On est quand même dans des mondes en silo, on le reste, on le voit bien à travers beaucoup de choses, on ne va pas le développer, donc de continuer à faire ces ouvertures, travailler ensemble, tout en ayant la verticalité des spécialités. La richesse de notre secteur, cette diversité, elle est riche, elle est importante, mais comment, à des moments, il faut être ensemble, faire face sur certains aspects. On a les outils pour ça aujourd'hui de plus en plus. Après, il faut la dynamique, il faut les personnes. Les outils remplaceront jamais les personnes, jamais les convictions. Et c'est là aussi qu'on doit avancer, et toujours avec nos partenaires associatifs, parce qu'eux, ils sont en première ligne sur le terrain. Et c'est ensemble qu'on arrive à, je dirais, à jauger de ces priorités, à les réguler. Et peut-être que Frédéric, tu peux nous dire un mot sur les combats qu'on mène ensemble en ce moment pour nos membres. Oui, merci. Oui, alors le CFF a 20 ans, le mouvement associatif a fêté ses 20 ans il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Et je pense que c'est intéressant, ça contribue aussi vraiment le renforcement, la progression de nos structures institutionnelles permet justement ce dialogue qui est extrêmement important. Des fondations et des associations se parlent tout le temps, heureusement. Ils n'ont pas besoin ni du CFF ni du mouvement associatif. Mais je pense que ce qu'on peut apporter chacun là où on est, c'est effectivement ce que dit Benoît, c'est ce partage de pratiques, la mise en commun de problématiques, d'enjeux, etc. Et un plaidoyer commun chacun dans nos champs. Et puis la maturité de nos organisations, qui certes a progressé encore, mais quand même nous permet aussi de construire un dialogue sur des enjeux partagés. Et on en a pas mal, moi comme ça, il y en a quelques-uns qui me paraissent vraiment d'actualité. Il y a la reconnaissance des acteurs du champ non lucratif, qui est un sujet vraiment important pour nous, qui va l'être, qui l'est depuis longtemps, et là qui peut prendre une nouvelle dimension au niveau européen, puisqu'il se passe des choses au niveau européen. Il y a un plan pour l'économie sociale qui apparaît. Il y a des propositions européennes autour d'un statut européen des associations transfrontalières et des fondations. Ces sujets-là, ils sont importants. Il faut évidemment qu'on travaille ce niveau européen parce qu'on sait très bien qu'après, il y a des effets sur le niveau national. Donc, c'est des opportunités, mais aussi des points de vigilance à avoir. Et on a vraiment à travailler ça. Il faut qu'on travaille ça ensemble, je pense, qu'on se mette en capacité de porter une parole au niveau européen sur ces sujets en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, avec nos partenaires de l'économie sociale et solidaire, mais en tant qu'acteur de l'économie non lucrative. Le sujet de l'innovation, on en a parlé, c'est effectivement un enjeu partagé et où il faut qu'on puisse trouver les modalités de travail ensemble. Il y a beaucoup de fondations et d'associations qui travaillent là-dessus ensemble, mais je pense qu'il faut aussi aborder ce sujet d'un point de vue macro, de voir comment on finance ce sujet-là sur le temps long, sans être uniquement lié sur une question de mesure immédiate de l'impact, mais bien en acceptant la prise de risque, le long terme, l'échec, comme le disait François Hollande. Et je lie à ça aussi le sujet de l'évaluation, qui est un gros sujet pour le monde associatif. Et je pense là aussi que le dialogue entre associations et fondations, il est important pour sans doute que les associations progressent dans leur acculturation à ces sujets de l'évaluation, mais que les financeurs, que sont les fondations, entendent aussi les problématiques associatives et la façon dont les associations abordent le sujet de l'évaluation. Et comme les fondations sont vraiment des partenaires privilégiés du monde associatif, qu'on puisse y travailler ensemble pour parfois faire entendre ces sujets-là à d'autres financeurs plus éloignés de nos préoccupations. Et que vraiment on puisse avoir un discours construit, concerté et commun sur ce sujet pour intégrer aussi tout ce qu'apportent les pratiques elles-mêmes et non pas que le résultat. L'évaluation, pour nous, elle doit porter
aussi sur la façon dont les choses se font et non pas juste sur ce à quoi on aboutit au bout. Les associations, c'est des espaces de démocratie, de citoyenneté, et la façon dont elles produisent en leur sein est parfois presque aussi important que ce qu'elles produisent pour des bénéficiaires. Et ça, aujourd'hui, le cadre n'est pas toujours très adapté pour le faire avancer. Et je pense que le dialogue là-dessus entre fondations et associations, il est absolument essentiel. Et puis, il y a évidemment la dimension territoriale, et ça, c'est un enjeu pour nous tous. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le financement privé puisse aller au plus près de l'action des citoyens. Flavie disait les associations, c'est des citoyens partout, etc. Effectivement, comment est-ce que les fondations peuvent appuyer cette vitalité, cette énergie au plus près du territoire, et pas forcément toujours sur des causes très visibles et très identifiées. Ce dont on a besoin aussi, c'est que ça puisse irriguer la vitalité associative partout. Et là-dessus, je pense qu'il y a déjà plein d'initiatives dans le monde des fondations autour de formes de conférences de financeurs, de projets mutualisés, de fondations territoriales. C'est des choses qu'il faut qu'on explore encore davantage pour les faire avancer. Oui, on a encore effectivement plein d'outils à aborder. Les sujets sont nombreux et il faut, il me semble, pouvoir nous connecter vraiment entre nous, bien sûr, parce que c'est en raisonnant entre pairs, entre voisins, entre cousins qu'on peut avancer. Et c'est aussi en étant vraiment connecté à toutes ces énergies individuelles. Qui sont parfois difficiles à mobiliser. On a des mécènes dans les fondations, pour un certain nombre d'entre nous. Pas toujours l'ensemble des salariés, des collaborateurs, des entreprises qui sont nos mécènes sont au courant de ces actions qui se passent. Peut-être qu'il y a là une déperdition finalement d'énergie. Qu'on pourrait rassembler, remobiliser. Et puis évidemment, ça, là, je parle du côté des financeurs, mais il y a, au-delà des bénéficiaires, les citoyens sur tous les territoires, et je rejoins que cette action territoriale, elle doit faire écho. Bien sûr, les fondations et les associations sont ancrées sur le plan du territoire, mais parfois, elles manquent de relais, alors que on a des personnes en commun, mais qui ne savent même pas qu'elles sont communes. Qui ne savent même pas que quand elles siègent dans une telle instance, en fait, elles pourraient aussi porter la voix justement d'un cousin et défendre un sujet d'intérêt commun. Et puis, il y a tout un chacun qui parfois s'engage sur une cause et puis peut-être finalement intéressé par une autre cause, faire de la mise en relation. C'est assez proche de l'action politique, mais c'est vrai qu'on a un sujet d'être vraiment implanté, de ne pas définir nos sujets de manière très hors sol. Le président parlait de la jeunesse, pas seulement la jeunesse éduquée des écoles. Et c'est vrai, on a des exemples dans les membres du CFF, de fonds, de fondations qui émanent pas seulement de la jeunesse issue des grandes écoles. Et c'est excessivement important de pouvoir faire en sorte que notre secteur puisse porter les rêves de tout à chacun, réconcilier ses rêves, en écoutant et en permettant ces expressions-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, petit à petit, retisser du lien, en faisant sans cesse le lien entre ces pouvoirs publics, les collectivités locales et tout un chacun. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Mais ce que j'ai entendu, moi, depuis tout à l'heure, et ce que j'ai entendu depuis même déjà à l'atelier des fondations cette année, sur Faire ensemble demain, et aller tout à fait dans ce sens. Donc, j'ai une grande confiance dans un monde qui est très difficile en ce moment, mais j'ai une grande confiance pour que nous puissions, avec patience et endurance, y arriver.